Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, 3 États membres de l'OMVS, vont bénéficier d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'extension de systèmes d'interconnexion électrique. En Gambie, la Banque africaine d'import-export Afreximbank va injecter près de 500 millions de dollars dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi que dans des programmes d'infrastructure. Et puis le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé l'étude de faisabilité d'un méga projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest sur près de 4000 km. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, 3 États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, vont bénéficier d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'extension de systèmes d'interconnexion électrique. Le financement du projet pour un montant de 91,5 millions d'euros a été approuvé le 12 mai dernier par le conseil d'administration de la Banque mondiale. À travers ce projet, les 3 pays veulent donner un coup d'accélérateur à leur système d'échange d'électricité en procédant à l'extension de leur réseau de transport. Une nouvelle ligne de transmission de plus de 280 km sera donc construite, ainsi que des sous-stations destinées à renforcer et à étendre le réseau interconnecté de Manontali au Mali. Cette nouvelle ligne d'interconnexion électrique va relier l'actuelle sous-station de Kaye au Mali à celle de Tambacounda au Sénégal. Elle sera interconnectée au système électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG, regroupant la Gambie, le Sénégal et les Guinée-Conakry et Bissau. Près de 500 millions de dollars, c'est le montant que la Banque africaine d'import-export Afreximbank pourrait bientôt injecter dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi que dans des programmes d'infrastructure en Gambie. Il s'agit d'un appui financier annoncé par le président Adama Barrow qui permettra à l'économie gambienne de retrouver ses marques après plusieurs années d'isolement en raison de la politique controversée de son ancien président Yaya Jammeh. Il faut dire que l'économie gambienne a été marquée ces dernières années par une augmentation importante de la dette qui a dépassé le produit intérieur brut moyen annuel pour s'établir à plus d'1 milliard de dollars. Le déficit budgétaire s'est lourdement creusé du fait de la suspension de la plupart des aides étrangères au pays. Mais depuis l'élection du président Adama Barrow, l'Union européenne qui avait gelé son aide à la Gambie après l'interdiction de l'homosexualité par le gouvernement Jammeh fin 2014 a annoncé depuis février dernier son retour en Gambie avec une enveloppe évaluée à 75 millions d'euros. Le tarif extérieur commun, le TEC de la CEDEAO et les accords de partenariat économique de l'Union européenne, 2 sujets sur la table des experts de haut niveau de la CEDEAO qui sont réunis à Ouagadougou. L'objectif, réfléchir sur les impacts de la mise en œuvre de ces 2 accords en rapport avec la dynamique du processus d'intégration et de transformation structurelle des économies de l'Afrique de l'Ouest. L'étude menée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, sur ces 2 sujets majeurs sera examinée par le groupe d'experts des 15 pays membres de la CEDEAO. Il faut rappeler qu'en ce qui concerne les appuis avec l'Union européenne, 2 pays de l'espace communautaire ne l'ont pas encore signé. Il s'agit du Nigeria et de la Gambie. Ils ont des raisons pour lesquelles elles n'ont pas signé. L'étude que nous allons discuter ici donne des indications très claires sur les effets de ces accords-là sur l'économie de ces pays-là. À la fin, ces 2 pays vont pouvoir être éclairés et pouvoir décider s'ils vont signer ou pas ces accords. Il s'agit également au cours des travaux de faire le point sur les étapes déjà franchies dans la réalisation du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, qui doit faire de l'espace communautaire une zone de libre-échange. Mais on a encore 6 pays qui ont promis de le faire d'ici la fin de l'année. Pour cela, ces pays ont aussi besoin d'avoir un éclairage.
Au-delà des arguments pour convaincre les indécis, les politiques nourrissent bien les attentes du travail du groupe des experts de haut niveau. Également, c'est le lieu où on va parler des réformes à envisager. Bien sûr qu'il y aura des réformes à envisager. Les conclusions des travaux du groupe d'experts sont très attendues et serviront de base de travail lors de la prochaine réunion des ministres en charge des finances et de la planification économique des pays membres de la CEDEAO. Le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé lundi à Rabat l'étude de faisabilité d'un méga-projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Des responsables des deux pays ont signé un protocole d'accord au cours d'une cérémonie au Palais Royal de Rabat en présence du roi Mohamed VI et du ministre nigérian des Affaires étrangères. Le projet apportera beaucoup d'avantages. Avant tout, il va promouvoir une plus grande coopération interafricaine, il va créer des emplois dans ces pays et il va créer un marché très lucratif en Europe. Selon cet accord entre la compagnie pétrolière nationale nigériane et l'Office national des hydrocarbures et des mines marocains, l'étude de faisabilité du projet pourrait durer 1 an. 9 mois supplémentaires seront nécessaires pour l'ingénierie et la conception, à l'issue desquelles une décision finale sera annoncée et le projet pourra démarrer. Oui, il y avait des fonds souverains, il y avait des institutions financières européennes et internationales, il y avait des pays, il y avait donc déjà aujourd'hui on a une indication, mais bien sûr au fur et à mesure que le projet se développe, je pense qu'il y aurait plus d'intérêt. Les gens ont vu aujourd'hui qu'il y a de la crédibilité dans cette action. Il y a moins de 6 mois, c'était une annonce. Aujourd'hui, on lance les travaux de faisabilité avec un échéancier bien clair. Ce gazoduc doit parcourir près de 4000 km et traverser une dizaine de pays pour, à terme, être connecté au marché européen. L'annonce de ce méga-projet avait été faite début décembre à l'occasion d'une visite de Mohamed VI à Abuja, où il a rencontré le président nigérian Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays. Une délégation du Conseil national du patronat du Togo en visite à Cotonou a été reçue dans la matinée de mardi par le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, avec à sa tête le président Sébastien Germain à Javon. Cette visite de la délégation du patronat togolais, conduite par son président Laurent Kwame Tameyon, vise surtout à sceller un partenariat entre les deux institutions de chefs d'entreprise. L'objet de cette rencontre est d'initier une nouvelle dynamique de coopération entre nos deux organisations patronales sœurs. Ce qui en fait va de soi, compte tenu de notre proximité géographique et de l'environnement économique similaire de nos deux pays. Elle permettra d'instaurer un benchmarking entre nos deux structures en vue de profiter des meilleures pratiques de l'une ou de l'autre et par voie de conséquence de les rendre plus dynamiques et plus profitables pour nos membres et pour le secteur privé de nos deux pays. Le patronat béninois est très heureux de vous accueillir, de vous recevoir ce matin. Ça veut dire que vous avez sacrifié déjà 2 journées pour les chefs d'entreprise. C'est quelque chose de très important. Encore une fois, bienvenue au Bénin. Ce cadre de collaboration entre les opérateurs économiques des deux pays voisins se veut désormais fructueux. Un creuset d'échanges d'expériences et d'expertise qui devrait s'étendre aux autres pays de l'UEMOA. Ils nous ont fait l'amitié, l'honneur de nous rendre visite et puis nous avons échangé sur l'ensemble des difficultés auxquelles les patronats en Afrique en général sont confrontés, notamment le patronat du Bénin et du Togo, étant donné que nous, depuis une dizaine d'années, nous avons quand même essayé de mettre en place une certaine organisation. Ils ont souhaité s'inspirer de ce que nous faisons et de voir dans quelle mesure le patronat du Bénin peut leur apporter un certain nombre de solutions aux difficultés auxquelles ils sont
confrontés. À partir de maintenant, nous avons convenu d'organiser des rencontres. Et il s'est avéré aussi que ces rencontres-là ne devront pas s'arrêter essentiellement sur le patronat du Bénin et du Togo. Eh bien, nous allons l'élargir sur le patronat du Bénin, du Togo et du Burkina, ensuite de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Conseil national du patronat du Togo sort de 2 années de crise qui ont pris fin au mois de février dernier avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif. En Côte d'Ivoire, au lieu d'une coupe de 10% dans les dépenses budgétaires initialement annoncées, c'est plutôt à une réduction de 9% que va procéder le gouvernement. Le budget de l'État ivoirien au titre de l'exercice 2017 passera donc de 6 501 milliards de francs CFA à 6 447 milliards de francs CFA, soit une réduction de 54 milliards de francs CFA. Le nouveau projet de budget prévoit une hausse des dépenses ordinaires suite à la grogne des militaires et des fonctionnaires en début d'année. Ainsi, les dépenses ordinaires augmentent de près de 75 milliards de francs CFA pour s'établir à 2 691 milliards de francs CFA. Cependant, les prévisions d'investissement connaissent un recul de plus de 177 milliards de francs CFA, une baisse de 8% par rapport aux 2216 milliards de francs CFA initialement prévus. Cette révision à la baisse du budget est la conséquence d'une conjoncture socio-économique particulière. Entre autres raisons évoquées pour expliquer cette réduction, la chute des cours mondiaux de cacao de près de 35% et la montée des revendications sociales, notamment dans le rang des fonctionnaires et des militaires. Au Ghana, plus de 757 500 tonnes de cacao ont été collectées auprès des producteurs du 1er octobre 2016 au 20 avril dernier. Ce chiffre provenant des données du Conseil ghanéen du cacao COCOBOD permet d'enregistrer une progression de 13% par rapport à 2016 à la même période. Compte tenu de l'amélioration des perspectives de production grâce à des pluies favorables, cette tendance haussière pourrait, selon des experts, se poursuivre d'ici septembre et permettre à la production de dépasser les 778 000 tonnes de fèves enregistrées lors de la principale saison cacaoyère l'année précédente. Il faut préciser que la saison principale compte pour 90% du total de la production ghanéenne de cacao. Le Ghana, qui a produit 780 000 tonnes de cacao en 2015-2016, espère faire rentrer cette saison une récolte estimée à 850 000 tonnes, soit 50 000 tonnes de plus qu'attendu initialement. Rappelons que le Ghana est le second plus gros producteur de cacao au monde. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaire. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre.